Coucou à toi, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors oui, effectivement, j'ai pris un petit peu de temps pour vous la faire celle-ci, puisque bien cette période de confinement, moi je travaille sur l'hôpital, donc forcément très peu de temps pour moi et pour vous. Mais comme je suis de repos ce week-end, je me suis dit, allez, nous sommes dimanche, il fait super beau. Ils ont lancé une petite perturbation qui devrait arriver en fin de soirée, mais pour l'instant j'en profite donc pour vous faire aujourd'hui une spéciale Aerosmith avec donc voici ce premier album que je vous avais déjà donc présenté lors de ma précédente vidéo sur mes acquisitions. Alors oui, ce groupe hard rock américain formé en 1970 par les deux protagonistes ici, Joe Perry et Steven Tyler, se forment donc. Alors ils vont se rencontrer dans les bars. Ils ont 19-20 ans à l'époque, donc ils sont très très fans de Led Zeppelin, de tout ce hard rock british qu'ils entendent à longueur de passages radio. Aux États-Unis, Led Zeppelin était très connu et ça va énormément les influencer. Et donc ils vont se rencontrer à l'âge de 19-20 ans, donc Joe Perry et Joe Kramer, à Boston. Dans le Massachusetts, je crois, je ne sais plus dans quel état, Boston en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, eh bien, ils vont tout simplement en 1970, voilà, se rencontrer, former le groupe. Alors donc Joe Perry à la guitare solo, Steven Tyler donc au chant, suivi donc de Tom Hamilton à la basse, Brad Whitford à la deuxième guitare et Joey Kramer donc à la batterie. Et ben, ils vont tourner en fait dans les bars de Boston pendant environ 2 ans à peu près. Et puis c'est Clive Davis qui va les repérer dans un bar un soir. Ils jouent, hein, puisqu'ils écumaient dans tous les bars de Boston. Et donc je vous l'avais déjà montré le petit macaron, mais je vous le remonte parce que c'est toujours le beau macaron Columbia CBS. Et donc dès 72, Clive Davis de Columbia, en fait, de la maison de disques, va leur proposer de de leur signer un contrat. Et puis c'est parti pour ce premier album qui va sortir donc dès 1973 et qui va faire ce qu'on appelle un bid commercial. Il s'en vend pas beaucoup et pourtant il est toujours, on va dire, encensé par le groupe lui-même. Steven Tyler et Joe Perry, pour eux c'est leur meilleur disque, mais il passe totalement inaperçu dès sa sortie en 1973. Voilà. Pour l'instant, on attend, il tourne, et puis va arriver donc un an plus tard le second album de ce super groupe américain. Voilà, le voici, le Get Your Wings. Alors j'avais oublié de vous préciser, évidemment, sur le premier album, il y avait la balade Dream On, hein, qui cartonnera, mais quelques années plus tard, après l'arrivée de l'album qui va suivre. Mais là, pour l'instant, donc, sort en 74, juste un an après le premier album, le deuxième. Alors celui-ci, c'est un pressage anglais d'origine. Voilà. Mon exemplaire d'Aerosmith, celui-là ça fait un petit moment que je le possède, et c'est un joli pressage avec un son évidemment qui est d'une qualité exemplaire, il n'y a rien à dire, ça les Anglais pour ça savaient aussi très très bien faire du vinyle. Vous voyez, c'est marqué juste en dessous, voilà, Made in England, distribué donc par CBS, peut-être une réédition un peu plus tardive, peu importe, en tout cas ça reste un original d'époque. Et donc sur cet album figurent quand même quelques morceaux. Moi je l'aime beaucoup ce disque. C'est vrai que lui c'est pareil, hein, ils en vendent 10 hein, ou 11 peut-être. Enfin très très peu. C'est pas encore là qu'ils vont vraiment se révéler. Mais figure dessus donc de quelques bons titres comme Pandora's Box. Il y aura donc le SOS Too Bad. Et puis la reprise de Train Kept Rolling, qui était un vieux rock blues qui sera repris également beaucoup plus tard par plein de groupes. Et voilà, ce deuxième album pourtant est très très bon, mais toujours aucun succès encore aux États-Unis à ce moment-là, durant cette année 74. Voilà, deuxième album du groupe original anglais. Et puis la consécration, elle va arriver. Elle va arriver avec cet album-là. Le troisième qui sort en 1975. Alors ça c'est la réédition que j'avais achetée il y a quelques années, mais qui sonne très bien, et pourtant c'est un Back to Black. Hein. Donc voilà, il se présente toujours en 180 grammes, belle édition, bien pressée, et voilà, toujours chez Columbia. Hop, je fais attention que ma pochette ne tombe pas, il y a un petit peu de vent encore aujourd'hui. Hop.
Voilà, je ramasse mes petits trucs. Et donc voilà, toujours donc avec le label Columbia. Si, oui, yes, Sony, là c'est du Sony Music, hein, Legacy. Ce qui se passe avec l'arrivée de ce Toys in the Attic en 75, ben là c'est effectivement la révélation auprès du grand public. Là, ça y est, évidemment, dessus figure Walk This Way, célèbre titre. Je vous mettrai peut-être un petit extrait à la fin si je peux, si je me fais pas striker, je vais essayer, on va voir. Mais à mon avis, je risque gros là si je vous mets un petit extrait de ça. Mais bon, on verra bien si ça passe ou pas. En tout cas, ce Walk This Way, ben, pour moi, c'est presque même un des premiers raps de l'histoire, hein, parce que c'est plus parler que chanter. Alors, ils reviendront évidemment 11 ans plus tard, en 86, pour le redéfinir avec un groupe de rap qui s'appellera le Run DMC. Mais pour l'instant, en tout cas, 1975, Toys in the Attic, et là, ben voilà, c'est leur premier chef-d'œuvre. Alors donc évidemment les titres Uncle Salty, Adam's Apple, Walk This Way, bien sûr, le Big 10-inch record, et puis vous aviez surtout Sweet Emotion, évidemment, No More No More et You See Me Crying, une célèbre ballade à la fin, un peu acoustique comme ça, électrique, superbe, avec donc toujours la formation initiale donc de ce super groupe, avec là évidemment la révélation. Celui-ci va se vendre à, je crois, environ entre 4 et 6 millions d'exemplaires aux États-Unis. C'est un raz-de-marée, ça y est, là ils sont partis, ils vont commencer à enchaîner les tournées, et puis voilà quoi, leur succès ne va s'arrêter que bien des années plus tard, mais là pour l'instant, révélation de ce superbe troisième album paru en 1975, donc Toys in the Attic. Voilà, ça c'est vraiment leur premier chef-d'œuvre. Et puis bah, va suivre un max de disques tout aussi reconnus par le grand public, qui vont vraiment cartonner en termes de vente. Et là pour le coup, ben, c'est celui-ci qui sort juste un an plus tard, c'est le fameux Rocks. Voilà, le fameux Rocks, qui va sortir donc en 1976. Alors là, c'est le pressage hollandais original, voilà, avec liner qui est plutôt sympathique, avec de super jolis dessins. Je vous laisse apprécier, c'est très très joli ce petit artwork là où ils ont repris comme une espèce de bande dessinée comme ça avec les icos. Très très jolie photo derrière aussi également. Et là donc Rocks, oui effectivement, hein, c'est une révélation aussi là pour le grand public. Va sortir des titres comme Last Child, Rats in the Cellar. Hop, j'ai du vent aujourd'hui, je me fais attention, je protège mes sous-pochettes. Voilà, il se présente comme ceci donc chez CBS. Voilà, avec donc Last Child, il est tout fin celui-là, hein, tout fin. Last Child, Rats in the Cellar, Combination, et puis derrière vous aviez donc Get the Lad Out, Liquor Promise, Home Tonight, voilà, Rocks, 1976 chez CBS. Là c'est pareil, hein, c'est un disque monumental du groupe. Qui cartonne là vraiment pour le coup dans le pays, et puis qui va commencer à s'exporter, hein. On commence à les entendre en Angleterre, en Europe ça va arriver tout doucement, on les entend encore très très peu, voire même pas du tout. Dans la France des années 76, on n'entend pas Aerosmith sur les radios, hein. On était nous malheureusement encore un petit peu sous le couplet de la censure et des radios non libres, hein, puisqu'on n'était pas encore à l'époque des radios FM, je vous le rappelle, hein, les radios FM n'arriveront qu'en 80-82 avec l'arrivée au pouvoir de Mitterrand et de Jack Lang au ministère de la Culture. Mais avant ça, ben, les radios, c'était des radios d'État, quoi, hein. Donc Aerosmith, c'était des gens un peu trop sulfureux pour les radios françaises de l'époque. Et oui, chez nous, on avait droit à Johnny Hallyday, hein, c'est tout. Hein. Bon, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop qu'on critique Johnny Hallyday, mais on a le droit aussi de pas aimer, on a le droit d'être français, de ne pas aimer Johnny Hallyday, ce qui est mon cas, et je suis pas le seul, bien sûr. Petite parenthèse fermée. 77 va arriver donc un album qu'on m'achète moi dès que je vais rentrer dans la période. Alors je vais les mettre comme ça mes vinyles parce qu'il là il tombe un petit peu. Hop, je vais les ranger comme ceci. Voilà, là ça tombera pas. Et donc celui-là, voilà, on me l'achète dès qu'il sort. C'était un oncle à l'époque qui m'avait emmené chez le disquaire à Pau, ma ville natale. Et alors il est un peu jauni parce que il est vraiment d'origine. Hein. C'est mon exemplaire original. Alors pressé en Hollande, je pense, hein, celui-là à l'époque déjà. Oui, c'est ça, pressé en Hollande, mais on l'avait bien acheté chez un disquaire quand j'étais tout petit, j'avais 9-10 ans là.
Et alors celui-là, moi c'est oui, ben, forcément il y a déjà un côté sentimental là-dessus. Et puis je trouve que ouais, c'est presque le meilleur pour moi, Draw the Line, avec I Wanna Know Why, Critical Mass, Get It Up, et puis une balade Kings and Queens. Je ne ressens pas le vinyle, si allez pour le fun. Alors, ici, toujours avec Cleaner Sleeve, voilà, avec leur célèbre logo Aerosmith, les crédits divers. Voilà, toujours intéressant. Et puis voilà, toujours sorti chez CBS, vous l'avez déjà vu. Je ne vous les remontre pas 10 fois non plus. Voilà, voilà, ça c'est vraiment un groupe qui a marqué son époque. On va dire, c'est peut-être même les chouchous en matière de, au niveau des Américains, c'est le groupe hard. Alors il y en a d'autres bien sûr, mais c'est un peu le groupe chouchou favori qui étaient des adolescents de l'époque. Et puis ils ont eu plusieurs vies, donc on va y revenir tout de suite après. En tout cas, 77, voici ce magnifique album studio du fameux groupe Aerosmith. Et puis le live, forcément, que je vous avais présenté aussi récemment, là que j'ai chopé il n'y a pas très longtemps, ce double live magnifique, le Bootleg, qui sort en 78, qui va donc les consacrer, vraiment, je vous avais déjà montré tout ça, qui va les consacrer sur le devant de la scène. Et donc là, oui, ils vont partir sur les tournées américaines, européennes, mondiales. Ils vendent des millions d'exemplaires de ces albums. Voilà, ça y est, là, ils sont lancés, ils cartonnent, ils sont au pic de leur carrière. Ce live est une tuerie. Je vous l'avais déjà présenté, donc je ne m'attarde pas trop dessus. On est en 78 et puis arrive 1979 avec ce fameux album assez polémique que voici. Alors ça, c'est le pressage canadien, je crois, ou américain, je ne sais plus. Je vais regarder ça tout à l'heure. Alors au départ, il devait s'appeler Right in the Nuts, c'est-à-dire droit dans les couilles, mais la maison de disques n'était pas trop pour, donc en fait, ils ont tout simplement changé le Night in the Ruts, le Right in the Nuts, vous voyez, comme il était inscrit derrière ici. Voilà, il a été censuré, donc à la base il devait s'appeler comme ça, et puis donc ça s'appellera Night in the Ruts au lieu de Right in the Nuts. Et oui, forcément ça change tout. Donc, là, alors là, pour l'enregistrement de ce disque, ils partiront sur une île, alors je crois que je ne sais plus où c'était, là où il y avait un bagne, une prison assez célèbre sur une île, alors je ne sais plus si c'était... Oh, c'était pas Alcatraz, c'était autre chose, je sais plus en tout cas. Le producteur du disque, l'ingé son, pardon, les emmène pour les couper de tous les excès, parce qu'effectivement c'était un groupe, ils se faisaient appeler les Toxic Twice, les Toxic Twins, pardon, les jumeaux toxiques, parce que ils se mettaient, je pense, enfin c'est pas je pense, c'est factuel, on sait très bien qu'ils se mettaient des quantités énormes de coke dans les narines, et pas que ça d'ailleurs, tout excès était bon à prendre à l'époque, et Aerosmith faisait partie de ces groupes qui saccageaient leur chambre d'hôtel, qui participaient à des orgies en tout genre, enfin c'était tout ça quoi. Donc voilà, oui, c'est Made in Canada, voilà, pressage canadien. Bon, c'est comme les Américains et les Canadiens, c'était le même topo, le son est évidemment exceptionnel dessus, très très bon, la qualité est superbe, évidemment tous ces disques ont été lavés, donc ils sont en superbe état. Je vous laisse apprécier la beauté du truc pour les disques originaux de 79, c'est quand même assez incroyable. Et effectivement, ce disque-là va être considéré comme étant un peu moins bon que les 3-4 précédents depuis Toys in the Attic. Et pourtant, moi, je fais partie des gens qui adorent ce disque. Alors oui, il est un peu plus, on va dire un peu moins énervé peut-être, à part 2 ou 3 morceaux quand même bien hard, bien cool, mais avec des balades un peu mid-tempo comme ça. Mais ça reste un disque d'excellente qualité, d'excellente facture. Je vous le conseille vivement. De toute façon, il n'y a rien acheté sur la première période d'Aerosmith. Voilà, là on est en 79. Et puis il s'enfonce vraiment dans la consommation de substances illicites. Donc forcément ça va splitter. Ça va splitter. Ils vont... Joe Perry va partir, Brad Whitford le suit aussi pour faire respectivement des albums solo qui ne vont pas du tout marcher. Donc ils se rabibochent tous les deux, ils se disent allez ok, on va encore en cure de désintox, on essaie de reprendre nos esprits pour essayer de reformer le groupe. 1984. Voilà, le Aerosmith, Done with Mirrors, le voici.
ce célèbre disque qui est célèbre par tout simplement, c'est leur deuxième vie là, voilà, ils se reforment et c'est un coup d'essai qui est pas trop mauvais, c'est pas leur meilleur disque pour moi, c'est pas mon préféré, mais voilà, ils reviennent à l'essentiel. Alors il faut faire attention parce que l'album était évidemment, on pouvait le lire à l'envers dans une vitre, hein, et donc ils se reforment, ils récupèrent, donc Brad Whitford revient, Joe Perry aussi, et ils reviennent avec ce disque qui est bon, que moi j'aime beaucoup, parce que je suis déjà avant tout fan du groupe, mais encore une fois je sais rester objectif, il y a des albums d'eux que je n'aime pas trop. Mais celui-là fait partie quand même, on va dire, des disques, c'est leur retour, quoi. Hein. C'est déjà mieux que l'album de 82 que je ne vous présente pas, parce que sans Joe Perry, je trouvais Brad Whitford, l'album qu'ils avaient sorti en 82, Rockin' Hard Place, que je possède en CD, je le trouvais par contre là, pour le coup, très mauvais ce disque. Et là, je trouve que c'est un poil mieux avec celui-ci. Donc, on revient tout doucement, 1984, c'est leur grand retour. Voilà, ils sont à peu près clean, on va dire, à ce moment-là. Bon, à peu près, on va dire. Mais voilà, c'est leur retour en 84 avec cet album, bon, qui restera pas dans les annales, avec quelques titres sympas. Moi, j'aime beaucoup ce disque, mais voilà, c'est vrai que c'est pas le meilleur de leur carrière. Donc là, on est en 84. Et il faudra attendre 1987 pour voir de nouveau, entendre de nouveau un pour moi, un très bon disque d'Aerosmith. Le voici, le Permanent Vacation. Toujours là pour le coup, ça c'est une réédition hein, que j'ai chopé là il n'y a pas si longtemps que ça, 2-3 ans, je sais pas. Ils étaient à 10 balles ces disques, hein, donc très bon son, rien à dire. Et donc voilà, le grand retour pour moi du groupe, avec, oui forcément, hein, Ragdoll, qui est très connu, Hangman Jury, Angel, Permanent Vacation, bien sûr, et puis Dude Likes a Lady. Ouais, Dude Looks Like a Lady, pardonnez-moi pour mon anglais déplorable. Voilà, c'est un magnifique album. Voilà, c'est vraiment leur deuxième vie. Là, ils vont en vendre des millions à travers le monde. Et puis voilà, 86 juste un an avant la sortie de ce disque, qui sort en 87. Donc, comme je vous l'avais dit, ils avaient réintégré donc le devant de la scène en reprenant leur Walk This Way sur leur album Toys in the Attic à l'origine en 75, et ils le reprendront donc en 86 avec le groupe rap Run DMC, et c'est ça qui va les repropulser en avant. Donc superbe disque de 1987 où ils reviennent vraiment là très fort avec une belle inner sleeve, de belles photos comme d'habitude, là où ils sont derrière les barres, les lyrics comme d'habitude, voilà, et puis le vinyle 180 grammes, là ça a été repris ensuite chez Geffen Records ou Geffen Records, mais bon, des disques sublimes, magnifiques, qui sonnent parfaitement bien. C'était sorti sous label Universal Back to Black, hein, mais rien à dire sur ces éditions, vraiment, le son est très bon. Je peux vous le garantir, aucun souci, donc, pour ce superbe album de 87. Et là, oui, ils surfent sur la vague leur grand retour, et ils vont nous sortir encore un disque d'enfer. 2 ans plus tard, on arrive en 1989 et le Pump va sortir. Pareil, ça aussi j'ai chopé il y a 2-3 ans, je ne les savais pas en originaux, donc j'ai chopé les rééditions à 10 balles, pas excessif, et là pareil, alors là vous avez Young Lust, Love in an Elevator, Janice Got a Gun, que des tubes. Cet album, pareil, c'est vendu ils en ont vendu des millions. Superbe disque, 89. Voilà, on arrive à la fin des années 80 et c'est juste une tuerie sans nom. C'est vraiment un album, pour moi. Quel retour fracassant ils nous font avec ces disques-là. Permanent Vacation, celui-ci, Pump, magnifique, toujours chez Geffen Records. Voilà, ça c'est... là, ils sont vraiment... ils sont assez clean. Ils ont un peu laissé tomber la coke et tout le reste. Et du coup, ça donne des très bons albums, quoi. Donc, voilà. Alors ça, c'est 89. Et puis, il va falloir attendre, donc, évidemment, 1993. Ouais, pour voir le jour. Celui-là aussi, je vous l'ai montré, hein, je l'ai chopé il n'y a pas très longtemps. Get a Grip, et oui, Hit the Reach, Get a Grip, Fever, Living on the Edge, que des tubes. Crying, les ballades, Crazy, Amazing. Alors oui, très bon disque, Consécration, il s'en vendra aussi des millions. Je ne sais pas si je vous ai sorti
les inners. Quand je vous l'avais présenté, celui-ci, je crois que non, avec des photos sympas de l'époque, des très vieilles photos comme ça, qui font un peu flipper. Voilà, comme ceci. Voilà, hop, encore une petite photo là derrière. Ah, c'est plus sympa, hein, le format vinyle quand même. Et puis là derrière, donc vous aviez les lyrics. Voilà, hop, et encore une belle photo du groupe en action sur scène. Voilà, et là donc bah oui 93, hein, tour du monde, tournée mondiale. J'ai la chance de les voir à l'époque à Paris parce que j'avais été voir le concert de Guns N' Roses à l'hippodrome de Vincennes en juin-juillet 92 et ils faisaient partie donc des guests qui ont repris le Train Kept Rolling avec eux. J'étais tellement déchiré que je me souviens pas de grand chose durant ce concert malheureusement, mais il y avait Lenny Kravitz également et on était très jeunes, hein, on avait 23-24 ans, voilà quoi, et on a eu la chance de les voir sur scène avec Guns N' Roses à l'époque, une tuerie quoi. Donc 93, voilà, pour ce superbe album. Et donc, eh bien, le dernier que j'ai à vous présenter, moi, voilà, 97, 98, ils reviennent avec Nine Lives, que vous avez déjà vu hein, sur ma précédente vidéo que je vous ai présentée. Donc oui, pour moi, celui-là, alors il s'en vendra beaucoup moins que Get a Grip de celui-ci, hein, je vous l'avais précisé déjà, avec 2 titres bonus en plus, mais voilà, le public va être un peu moins réceptif, c'est un peu la fin pour eux. On les entendra plus après en Europe, hein, quasiment plus. Il y a pourtant de très très bons titres, hein, Falling in Love évidemment, Nine Lives. Moi j'adore cet album, il est très rock, très bon, avec de bonnes balades encore mid-tempo, mais excellent vinyle. Et je ne sais plus si je vous avais montré, oui je vous avais montré les inners aussi. Donc voilà, ils sortiront par la suite en 2001 un album que j'avais moins aimé, un album avec un fond rose comme ça. Et puis ils feront un album de reprise aussi de standard du blues. 2012 viendra aussi un album avec une cover comme ça en bande dessinée sur lequel j'ai moins accroché. Bon. Voilà, ça après ce sont des goûts personnels, hein, donc chacun voit midi à sa porte, mais on va dire clairement, même pour les fans aujourd'hui, hein, tout le monde s'accorde à dire que c'est un petit peu le dernier grand disque d'Aerosmith. Voilà, aujourd'hui ils sont plus ou moins dissous, hein, ils n'existent quasiment plus. On voit Steven Tyler de temps en temps apparaître comme ça sur des passages télé. Bon, ils sont toujours actifs, mais plus ensemble. C'est la fin d'un immense groupe hard rock américain qui a marqué son temps, les années 70, les années 80, donc voilà, ça ce sont des petits chefs-d'œuvre, hein, des petits bijoux à vous mettre sur la platine. Durant ces temps de confinement, on a tout le temps d'écouter nos disques. Alors pour moi, ben ouais, donc je vois pas trop la différence parce que je travaille encore plus que d'habitude, donc j'ai pas trop le temps, mais j'écoute quand même toujours ce fabuleux groupe qui est un de mes groupes chéris préférés, Aerosmith. Donc voilà les amis, je vous souhaite un très bon dimanche, je t'embrasse, je vous fais des bises à tous, portez-vous bien, restez bien à la maison, faites attention, protégez-vous, vous nous aiderez à nous si vous restez chez vous, parce que plus on restera chez soi, plus on sortira de cette merde. Donc voilà, écoutez de la bonne musique, je vous dis à très bientôt, j'espère vous revenir assez vite pour vous faire une petite présentation. J'avais reçu un petit colis avant donc le confinement, donc je vous le présenterai lors de la prochaine vidéo, dès que j'aurai un petit peu de temps. Bye bye, ciao à tous, ciao, bonne journée, au revoir, bye, bisous.